Bien, bonjour et puis bienvenue à la librairie du Monde Libertaire, la librairie Publico. C'est toujours un plaisir de la voir animée par des lecteurs, bien sûr, mais aussi par des personnes qui viennent pour écouter ce que certains auteurs ou autrices ont à dire. C'est un lieu où on accueille aussi bien des écrivains, des écrivaines, que des gens qui font des spectacles, que ce soit du théâtre, de la musique, voilà, et puis aussi des débats autour d'un film, voilà, toutes sortes d'animations qui sont en lien avec ce que nous proposons comme lecture ou comme réflexion au sein de la librairie Publico et en particulier dans un cadre qui est libertaire, hein, puisque c'est la librairie du monde libertaire. Donc on est anti-autoritaire et ça c'est important, mais on peut avoir une vision très large, hein, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur le théâtre, le féminisme, les révolutions diverses et variées. Et là, en particulier, aujourd'hui, on accueille Monica Jornet pour un moment de l'histoire qui est très très importante dans notre histoire du mouvement ouvrier. C'est ce qui s'est passé en Espagne entre 1936 et 1939. Et l'idée libre a eu la bonne idée de confier à Monica de réaliser un dossier sur... Alors nous, on a l'habitude de dire l'Espagne noire et rouge, et là, je crois que c'est l'Espagne rouge et noire. Donc, on va écouter Monica. Merci à toi d'être venue jusqu'ici, et puis on va t'écouter nous présenter ce dossier fort intéressant. Merci Hélène. Je remercie notre librairie Publico. Donc, nous sommes réunis pour parler de l'Espagne rouge et noire. Donc rouge et noir invariable puisque c'est une seule couleur. Hein. Je ne parle pas de l'Espagne rouge puis de l'Espagne noire. Je parle bien de l'Espagne rouge et noire. En fait, oui, j'ai envie de mettre les adjectifs dans ce sens-là parce que en Espagne, on dit rojinegra. Donc c'est dans le même sens qu'en espagnol. Donc, nous sommes réunis pour parler de l'Espagne rouge et noire, à l'occasion, donc, comme l'a souligné Hélène, de la publication d'un dossier de 64 pages dans l'Idée Libre 336 du mois de mars, qui est l'Idée Libre, c'est la revue trimestrielle de la FNLP, qui donc m'en a confié la coordination, disons, en tant qu'hispaniste tout de même, mais aussi en tant que libre penseuse anarchiste, puisque je suis membre du groupe Gaston Coutet, de la Fédération anarchiste. Et donc, je dis bien libre penseuse anarchiste, puisque anarchiste libre penseuse serait un pléonasme. Voilà. Et donc, j'ai accepté avec grand plaisir d'assurer cette coordination, d'autant que la publication coïncidait avec le 150e anniversaire de l'internationale anti-autoritaire à Saint-Imier. Et que j'ai eu vraiment carte blanche de bout en bout pour assurer toute la coordination, c'est-à-dire de la conception du numéro, au choix des auteurs et autrices, l'élaboration de la table des matières jusqu'à la relecture. Hein. Donc, et d'ailleurs, j'ajouterais aussi et la traduction, puisque le numéro compte une édition française et une édition espagnole. Donc les articles m'ont été envoyés en espagnol, je les ai traduits pour l'édition française, qui est l'édition habituelle, et l'édition en espagnol étant un supplément à cette revue. Donc j'ai déjà été interviewée 2 fois au sujet de l'Espagne rouge et noire. D'abord par l'émission Femmes Libres. Alors je cherche la date, c'était le 27 avril, oui, le 27 avril. Voilà, donc j'étais interviewée précisément par Hélène. Et on a davantage parlé certainement des anarcha-féministes, de l'Espagne rouge et noire. J'ai également été interviewée à France Culture le 12 juin
dans l'émission mensuelle de la Libre Pensée. Et ces 2 émissions, vous pouvez les réécouter. Cette présentation à Publico est la 2e présentation que je fais de la revue et du sujet, l'Espagne rouge et noire, disons en présentiel, comme on dit maintenant, hein. Et la première fois, c'était à Madrid, puisque j'ai présenté cette revue à la Fondation Anselmo Lorenzo de la CNT. Et la caractéristique, enfin la beauté, on va dire, de cette présentation, c'est que j'aurais idéalement voulu que tous les auteurs et autrices soient là ce jour-là, mais il y en avait 5, plus moi, puisque j'ai quand même écrit un article ou 2 dans la revue. Et donc, c'était vraiment formidable de présenter ce sujet dans tous ses aspects avec tous ces auteurs et autrices. Mais cette présentation à Publico va également être unique et j'y tiens beaucoup parce que je vais vous présenter, en tout cas pour la première fois à Publico, mais qui sait, peut-être en France, ce drapeau de Mujeres Libres que vous voyez derrière moi. Alors le drapeau FAI CNT, je pense que, voilà, non, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, vous le connaissez tous. La revue nous parle des 3 organisations qui ont été vraiment, on va dire, non, même pas le moteur, mais qui ont fait cette révolution sociale espagnole. On va voir un peu après, justement, moteur, initiative, non, qui l'ont faite. Hein. En tout cas, qui l'ont lancée le 19 juillet 1936, hein, puisque cette révolution a été vraiment lancée par la CNT et par la FAI. Et que Mujeres Libres, qui a été créée en fin d'année, vers septembre 1936, a été le 3e acteur de la Révolution espagnole. Et donc, je vais commencer cette présentation en vous transmettant le salut de Mujeres Libres, voilà, qui m'a été envoyé pour Publico. Je vous le lis d'abord en espagnol. Saluda a todas las personas presentes desde Mujeres Libres, deseando que el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones sea realidad más pronto que tarde. Donc, María Ángeles de Lope, qui écrit dans cette revue l'article de Mujeres Libres, m'a envoyé ce message. Salut au nom de Mujeres Libres toutes les personnes présentes. En souhaitant que le monde nouveau que nous portons dans nos cœurs devienne réalité au plus vite. Voilà. Et ce drapeau de Mujeres Libres avec les couleurs que vous voyez et la présentation telle qu'elle est, n'a été édité que très longtemps après la Révolution sociale. Puisque évidemment elle a été balayée par le franquisme et il a été édité pour la célébration des 80 ans de Mujeres Libres, donc en 2016, et il a été édité par la Fondation Anselmo Lorenzo de la CNT. Ça n'a pas été si facile que ça on va dire, de recréer le drapeau. Donc ils se sont d'abord basés sur cette photo en noir et blanc où on voit le dessin très exactement comment est écrit Mujeres Libres. Et c'est une réunion où on voit Lucía Sánchez Saornil, l'une des 3 fondatrices de Mujeres Libres, qui est devant le drapeau avec ses lettres blanches caractéristiques. Mais ça ne suffisait pas parce qu'il fallait aussi retrouver les couleurs. Donc la FAL s'est aussi basée sur les actes de la première conférence, le premier congrès de Mujeres Libres qui s'est déroulé à Valence les 21 et 22 août 1900, voilà, non, c'est plutôt la dernière, voilà, en août 1900, non, je vais rectifier, tant pis s'il faut couper. En fait, c'est plus précis que ça, c'est que Mujeres Libres a été créé,
mais elles n'ont pas pu faire leur congrès. Donc en fait, le congrès de Valence a été à la fois le premier et le dernier qu'elles ont pu tenir en août 1937. Et donc là, j'ai les actes du congrès que les compagnes m'ont envoyés. Voilà. Et dans ce texte est très émouvant parce qu'il rend compte très exactement, comme on ferait dans un CR à la FA, rend compte des discussions pour se mettre d'accord au consensus sur les couleurs du drapeau. Et voilà, par exemple, Guadalajara voulait un drapeau noir avec des lettres grises, Valence voulait du gris avec du rouge et noir, Barcelone voulait du bleu avec des lettres blanches, et la proposition finale qui a été adoptée, toujours au consensus, c'est celle-ci. Alors le bleu, c'est la couleur de l'espoir, parce que les compagnes voulaient qu'il y ait les couleurs rouge et noir de l'anarchisme, mais donc situées comme ça, près de la hampe, mais elles voulaient aussi une couleur spécifique pour Mujeres Libres, et elles ont dit qu'il n'y avait pas une meilleure couleur pour l'espoir que le bleu. C'est dans les actes. Donc voilà, donc vous trouverez ce drapeau dans l'édition française de la revue, puisque à l'occasion de cet anniversaire, et ensuite les années suivantes, il y a un calendrier de Mujeres Libres qui est fait tous les ans. Et là, dans la revue, vous avez le calendrier 2020 avec la couverture qui porte le drapeau. Donc moi, je tenais beaucoup à montrer ce drapeau aujourd'hui parce qu'il montre la continuité entre les Mujeres Libres de 1936 et celle d'aujourd'hui qui nous adresse ce message et qui tenait beaucoup à ce que le drapeau soit montré, exposé à publico. Voilà. Et ça n'a pas été simple, mais ça aussi c'est une petite anecdote qui fait peut-être partie quand même de notre histoire. C'est que lors de la présentation de la revue à Madrid, à la FAL, Maria Ángeles, notre compagne, avait un drapeau, alors j'allais dire le drapeau qualité manif, voilà, comme on peut avoir, qui avait été réalisé en 2016. Et je suis tombée à un moment où c'était épuisé, il fallait le réimprimer. Et je lui ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais quand même l'avoir le 9 juillet à Paris. Et donc, pas de problème. Elle a organisé la confection du drapeau que vous voyez derrière moi. Alors là, je vous traduis quand même. Mais voilà, j'ai reçu un mail. Notre compagne Ana Toro de Mujeres Libres de Extremadura m'a fait parvenir aujourd'hui ton drapeau par voie postale, photo ci-jointe. Et je dis ton drapeau parce qu'il a été confectionné spécialement pour toi. C'est un cadeau de la compagne qui prend en charge le coût de la main-d'œuvre et des tissus. Alors après, elle dit comme il en reste, elle va aussi nous en faire un pour Rocky des Mujeres Libres de Bilbao, etc. Enfin, je coupe un peu dans le mail, mais c'est quand même très sympathique. Et le drapeau a été cousu par Maria et par Claudia de l'association Mujeres Sembrando de Mérida, qui est la capitale de l'Extrémadure, avec laquelle Ana Toro, notre compagne Mujeres Libres, travaille. Donc, l'association, voilà, c'est une association d'aide aux femmes migrantes, il faut que je précise que c'est très important. Donc, c'est un drapeau qui nous est offert, voilà, et qui est magnifique à tout point de vue. Donc, gracias compañeras, je dis pour la caméra. Donc, merci aux compagnes de Mujeres Libres. Donc, bon, si je reviens à la revue, on en parlera après de Mujeres Libres. Bon, évidemment, quand on m'a confié cette revue, j'ai quand même annoncé la couleur pour que tout le monde soit bien d'accord avant de commencer à travailler. C'est que ça allait être rouge et noir. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça va être rouge et noir? D'abord, que le point de vue allait être sans ambiguïté un hommage à la révolution sociale. Qui a été lancé par la CNT et la FAI le 19 juillet 1936. C'est-à-dire aussi que, et d'ailleurs j'ai prévenu les auteurs et autrices, on a beaucoup écrit contre, on a beaucoup écrit pour se disputer au sujet d'eux.
Donc là, l'idée, c'était de faire un hommage, de montrer vraiment comme cette révolution a été belle et aussi qu'elle n'est pas morte. Laissons de côté tout le reste. Donc les auteurs et autrices sont tous des auteurs de langue espagnole, soit qui ont vécu, pour les personnes les plus âgées, peut-être un peu plus directement la révolution espagnole, soit que ce soit des personnes militantes, soit militantes CNT, soit militantes FAI. Et là aussi, je leur ai dit, moi, CNT, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir laquelle, etc. La CNT, voilà. Et donc, la démarche est aussi anarchiste dans le sens où le point commun de toutes ces personnes, le fait qu'ils soient espagnols, parce que je voulais un point de vue de quelqu'un qui a vécu cette histoire, pas uniquement des personnes pour qui c'est un sujet d'étude, même s'ils font ça et elles font ça très bien. Et j'ai aussi voulu que ça soit des personnes, comment dire, qui pouvaient être des spécialistes de la question, des universitaires spécialistes qui ont y compris fait leur doctorat là-dessus, hein, ce qui n'est pas mon cas par exemple, hein. Mais ça pouvait être aussi toute personne militante qui a quelque chose à dire de fort sur cette période. Et par exemple, l'exemple de Pascual González, à qui j'ai demandé d'écrire sur la CNT, 35 ans de militantisme à la section CNT de Iberia, hein, comme travailleur, cofondateur de plusieurs Athénées libertaires qui continuent jusqu'à aujourd'hui, comme la Comarca Sud, qui est quand même très célèbre. Donc voilà, des militantes aussi anarchistes et féministes, j'y tenais beaucoup dans la revue. Hein, c'est pour ça que vous parlez de comment la revue s'est faite, c'est aussi, vous parlez de l'Espagne rouge et noire. 5 des 12 articles, donc c'est pas mal. Hein. En tout cas, voilà, que les femmes et les femmes anarchistes soient bien représentées dans la revue. Et on va quand même en citer 2-3 parce que je trouve que c'est aussi ça nous parle. Hein. Dolores Marín, je pense quand même que vous la connaissez, hein. Une spécialiste renommée de l'anarchisme, qui a publié en catalan un livre très intéressant sur les libres penseuses pionnières des droits civils en Espagne, qui a aussi écrit un livre fondamental dont le titre est Introduction à l'anarchisme, publié chez Ariel en Espagne, et qui va traiter dans la revue des anarchistes à Barcelone. Ensuite, on peut citer Ana Sigüenza. Ana Sigüenza, dont le parcours a commencé par des cours du soir alors qu'elle était ouvrière dans une usine et qui est aujourd'hui une spécialiste renommée de la pédagogie libertaire en Espagne. Voilà. Et qui a été la première femme secrétaire générale de la CNT. Donc voilà, je suis très fière qu'elle ait écrit dans la revue. Citons aussi María Ángeles de Lope Oviedo, grâce à qui nous avons le drapeau, donc merci María Ángeles, qui est militante de Mujeres Libres de Madrid depuis 35 ans et qui est toujours militante de Mujeres Libres parce que c'est quelque chose, enfin, il faut insister sur tout ça, hein. La CNT est toujours active, Mujeres Libres c'est toujours actif, la faille milite toujours, voilà, parce que pour beaucoup de gens ce sont des pages d'histoire et puis voilà, on écrit un beau livre d'histoire, non, le militantisme continue. Et donc María Ángeles en particulier, elle s'occupe avec d'autres compagnes de la numérisation des archives de la CIA, la Solidarité internationale antifasciste. Toutes les archives d'Amsterdam, elle s'occupe de les numériser. Et c'est elle qui, justement, dans la revue, va nous parler de Mujeres Libres. Bon, au début, elle n'osait pas, il a fallu la convaincre, hein, mais bon, c'est bon. Et son article est vraiment remarquable. Voilà. Donc, il y a bien sûr aussi des universitaires, et je dirais même non des moindres, qui nous ont fait l'honneur d'écrire dans la revue, et d'écrire à chaque fois en soulignant bien qu'ils sont aussi militants. Et c'est important parce que le sujet de la révolution sociale noire et rouge n'a presque jamais, pendant un demi-siècle,
étaient traités en interne. C'est-à-dire en interne, on s'en fiche des nationalités, on est d'accord, mais traités quand même par des personnes espagnoles, hein, dont c'était l'histoire. Et ce silence des spécialistes espagnols s'est prolongé ensuite à l'international et s'est même prolongé au-delà de la dictature de Franco. Parce que pendant la dictature de Franco, ces personnes qui s'intéressaient à l'anarchisme, ces universitaires, n'avaient pas droit de citer. Mais même pendant la démocratie, on a continué à finalement ne pas les entendre. Et de fait, toutes les personnes qui publient dans cette revue n'ont pas été traduites en français. Et j'espère qu'un jour, ça sera, je ne vais pas dire réparé, c'est un mot un peu, voilà, mais que ça sera fait. Donc, on peut citer Juan Pablo Calero, qui est docteur en histoire contemporaine, auteur, entre autres titres, d'un ouvrage fondamental dont le titre est « Le gouvernement de l'anarchie », El gobierno de la anarquía, qui est publié en 2011 chez Synthesis. Julián Babillo, un jeune prof de fac de Madrid, de la Carlos III de Madrid, qui a 40 ans, mais qui est militant CNT depuis l'âge de 13 ans. Et qui, excusé du peu, a quand même publié une histoire de la CNT, Utopie, pragmatisme et révolution en 2019, et une histoire de la faille, l'anarchisme organisé en 2020. Et son histoire de la faille est absolument, je le dis dans la présentation que je fais de Julián dans la revue, mais c'est absolument historique puisque c'est d'abord le premier ouvrage universitaire sur le sujet, il n'y en avait pas. Et c'est le deuxième livre sur le sujet, puisque il n'existait que la monographie militante de Juan Gómez Casas, qui date déjà quand même de 20 ans. Donc, pour résoudre le fait qu'il n'ait jamais été traduit, j'ai glissé dans le cahier central en couleur de la revue française leur bibliographie, leur publication en espagnol. Et puis bien sûr ici en 4e de couverture vous avez la bibliographie d'auteurs français ou autres qui ont été traduits. Donc faire entendre leur voix en France est vraiment important, sans compter que cela permet, je l'ai constaté en travaillant avec eux et en les publiant, cela permet de dissiper beaucoup de préjugés, mais je dirais des préjugés négatifs sur l'Espagne rouge et noire et sur la révolution sociale, mais y compris aussi des préjugés positifs, des images qu'on s'en fait. Et je donnerai comme exemple le titre que Julián a voulu donner à son article, c'est « La faille, une réalité bien loin du mythe ». C'est vraiment, ce titre dit beaucoup sur la démarche de la revue et sur le travail qui a été fait. Donc, je pense que je vous dirai peut-être tout à l'heure un petit peu un mot sur l'iconographie. J'espère que j'aurai l'occasion. Pour l'instant, je vais passer au sujet de l'Espagne rouge et noire et puis j'espère pouvoir vous montrer ces bons des collectivités et vous faire quelques commentaires parce que c'est intéressant et ce sont aussi des documents inédits qui sont tout bêtement de mon fonds personnel. Voilà. Parce qu'au cours d'une vie, on accumule des choses intéressantes. Bon, donc, quand j'ai été interviewée sur France Culture, la première question qui m'était posée, c'est la chanson de Ferret, ils ne sont pas à 1% et pourtant ils existent. Et donc, en effet, ils n'étaient pas à 1%, mais c'est parce qu'ils étaient bien plus. Voilà, en Espagne à cette époque-là. Et je suis allée chercher des statistiques officielles, de population, le recensement de 1930 en particulier. En Espagne à l'époque, il y avait 23,5 millions d'habitants. Sur ces 23,5 millions d'habitants, j'ai regardé les classes d'âge, j'ai fait des calculs savants. Je ne suis pas très bonne en calcul, mais quand même, j'arrive à peu près à 6% de la population adulte en Espagne était encartée à la CNT
en 1936, au moment de la Révolution espagnole. Parce que quand on dit 1 million, bon, c'est très bien 1 million, parce que n'importe quel syndicat et n'importe quel parti politique en rêverait. Mais si je vous dis 6% de la population adulte, c'est colossal. Voilà. Et là, je vous parle uniquement des personnes qui avaient leur carte à la CNT, mais je ne vous parle même pas de leur famille et des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, qui, au quotidien, intégraient le mouvement anarchiste sans être encartés, parce qu'ils fréquentaient tout le réseau social anarchiste, mais on en parlera après. Donc, si j'ajoute, parce que je l'ai oublié, mais comment dire, Mujeres Libres, c'est fin 36, la création, entre septembre et décembre. Peut-être Hélène, après, elle nous dirait une date plus précise. Moi, je sais que la réunion s'est faite en septembre 36, Mujeres Libres a été créé, et donc ça n'a pas duré si longtemps, mais en moins d'1 an, quand le congrès a eu lieu, en août 1937, elles étaient 20 000 encartées à Mujeres Libres. C'est quand même aussi vraiment impressionnant. Et il y avait 145 groupes constitués sur le territoire, quoi, dans la péninsule et ibérique, quoi. Non, ibérique, non, je ne parle pas du Portugal. Là. Bon. Donc, le point de départ de cette croissance numérique, parce qu'on se dit, oh là là, mais 1 million, 20 000, d'où ça sort, quoi. Il faut voir que tout ça, cette croissance exponentielle, s'est réalisée en 80 ans finalement. Alors attendez, si je compte bien, parce que ça a démarré en 1868, donc de 1868 à 1936, ça fait 68 ans. Voilà, en 68 ans, donc c'est même moins que ce que j'ai dit. En 68 ans, on est passé de rien, c'est-à-dire que Bakounine a envoyé, on va dire, des émissaires en Espagne, où il y avait eu un coup d'État, disons, civico-militaire contre la reine Isabelle II, qui a été chassée du trône. C'était un moment d'agitation révolutionnaire. Entre 1868, où Giuseppe Fanelli, mais pas, on parle toujours de Giuseppe Fanelli et des Italiens, mais bon, il y a aussi eu Élie Reclus, hein, le frère d'Élysée. Enfin bon, il y a eu des émissaires pour un peu tâter le terrain, voir si les Espagnols étaient intéressés par une internationale, enfin par l'anti-autoritarisme en Espagne. Et donc, entre 1868, on part de 0, à 1936, on arrive à ces chiffres impressionnants. Alors, finalement, là, il va falloir parler un petit peu de comment tout cela a été possible. Parce que dans les livres d'histoire, on met des dates avec des organisations qui se créent, qui se défont, qui se recréent, et puis voilà. Et on a l'impression finalement qu'il y avait comme une sorte de contexte historique, sans parler des anarchistes espagnols qu'on a dépeints de façon avec beaucoup de clichés. Si j'ai le temps, je vous explique ça après aussi. Mais on a un petit peu l'impression qu'il y a eu comme un concours de circonstances exceptionnelles en Espagne qui a fait que ça a été possible. Or, je pense que c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que le contexte était au contraire très mauvais, que ça s'est développé envers et contre tout, mais pour des raisons voilà, que j'évoquerai après, toujours un peu un point de vue hein, quand on parle, hein, mais en tout cas, voilà, de mon point de vue, pourquoi je vais quand même le donner, en tout cas mon hypothèse, qui est aussi l'hypothèse de plusieurs personnes qui écrivent dans cette revue et pas seulement la mienne. Donc, un contexte très mauvais, c'est par exemple la République de 1873, elle a réprimé les anarchistes, elle les a réprimés violemment, mais attendez, en 1873, à partir de 1868 à 1873, c'était déjà 30 000. Mais on en rêverait, hein. Bon, ils étaient déjà 30 000 membres de l'internationale anti-autoritaire sur le sol de la péninsule. Quand la monarchie a été rétablie, l'organisation anarchiste de l'époque, la FRE, a même été interdite. Et
une autre organisation va se recréer en 1881, tant pis, on s'en fiche des sigles, mais quand elle est recréée en 1881, après l'interdiction, ils étaient quand même passés à 60 000, c'est-à-dire qu'ils avaient doublé leurs effectifs, c'est quand même, voilà, il faut s'interroger. Et donc, si on parle de la fondation de la CNT en 1910, 30 000 adhérents, et au premier congrès de 1910, et au second de 1919, ils étaient passés à 700 000. Donc, ensuite, bon, on ne parle pas de la faille, hein, parce que la faille a quand même été créée sous la dictature fasciste de Miguel Primo de Rivera, puisque la dictature c'est 23-30, la faille c'est 27. Bon, bah, la dictature de Primo de Rivera qui a interdit la presse libertaire, dont Tierra y Libertad, hein, qui existait depuis 1888. Donc, quand la Deuxième République arrive, celle qui va être renversée par le coup d'État de Franco, cette République de 1931, dans sa constitution, par ses lois d'ordre public, a également réprimé les anarchistes. Donc, avec y compris censure sur la presse. Dans la revue, je publie une lettre de prison de Durruti en 1933, c'était sous la Seconde République. Donc, ils ont été extrêmement réprimés, mais il y a quand même eu une progression formidable. Alors, comment ça se fait comment ça se fait, si vous voulez, une lapalissade anarchiste, l'anarchisme, ça marche. Ça marche n'importe où et n'importe quand, mais à condition de fonctionner de façon anarchiste. Donc, la seule question qu'il faut se poser, c'est par quel pouvoir est-ce que ça va être réprimé. Dans le cas de la Révolution espagnole, les staliniens et les franquistes, ils étaient servis des deux côtés. Mais ce fonctionnement était complètement anarchiste. Quand on pense aux collectivisations de la Révolution sociale, qui étaient des unions libres de personnes, collectivisant les moyens de production, avec on est libre d'entrer et de sortir de la collectivité, on abolit le salariat, on décide au consensus, etc. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Parce que d'accord, il y a la révolution sociale, c'est formidable, ça fonctionne de façon anarchiste. Mais toutes ces collectivités, personne n'a eu besoin de leur dire. Du jour au lendemain, 19 juillet, révolution sociale, on s'est mis à collectiviser partout. En Aragon, en Murcie, partout sur le territoire. Et personne n'a eu à leur dire comment fonctionner. Et à un moment, déjà vers le mois de novembre, la CNT d'Aragon a publié une espèce de feuille de route. Mais bon, à usage des collectivités qu'on aurait besoin. Mais quand on regarde, toutes les collectivités avaient déjà leur propre statut. Et ils ont eu besoin de personne. Et quand on regarde les statuts et qu'on les compare, en lisant les archives, on s'aperçoit de tous les points communs, quoi. Abolition du salariat, de la domesticité, coopérative, décision au consensus, c'est partout. Avec certaines des monnaies locales, d'autres non. Hein. Donc, ils n'ont pas eu besoin de consignes ni pour déclencher la révolution sociale, ni pour s'auto-organiser. Donc, d'où vient ce fonctionnement ? Il est venu du fait, d'abord, que la CNT et la faille fonctionnaient déjà ainsi. Dans la CNT, un syndicat complètement horizontal, sans intermédiaire, qui fonctionne de bas en haut. Il n'y a pas de hiérarchie pour vous donner des ordres quand vous êtes en bas, et c'est plutôt le contraire. Donc, idem pour la faille, où chaque groupe de la faille est indépendant et autonome, comme à la fédération francophone. Hein. Donc, la CNT et la faille fonctionnaient déjà comme ça, et donc les anarchistes étaient déjà auto-organisés. Comment est-ce qu'ils se sont auto-organisés ? Ils se sont auto-organisés parce qu'ils ont bénéficié d'une éducation populaire qui est devenue une auto-éducation populaire. Alors là, il faut dire très rapidement
que quand on pense à l'anarchiste de 1936, d'ailleurs on en rit souvent en Espagne quand on discute avec les compagnes et compagnons, tout le monde voit le paysan andalou, analphabète, primitif, voilà, animé de la furia espagnole, il y a un peu de ça aussi, avec des pulsions insurrectionnelles, voilà. Et donc on se dit, voilà, c'est pour ça, ils se sont levés comme un seul homme, voilà. Quand on pense à l'anarchiste d'aujourd'hui en Espagne, et ça on peut en rire aussi, tout le monde se dit qu'il va voir se pointer le punk à chien. Voilà, donc ça fait partie des clichés. Or, et lisez cette revue, et en particulier l'article sur l'Andalousie, je dis toujours Gutiérrez Molina, son prénom, de José Luis Gutiérrez Molina, ou l'article de Juan Pablo Calero qui est en introduction. La caractéristique de l'anarchiste espagnol, c'est au contraire d'être extrêmement bien formé et éduqué, très organisé en groupe affinitaire, organisant des congrès, se mettant en réseau. On a les actes des congrès qui le prouvent, et aussi dans les régions les plus industrialisées d'Espagne et dans les campagnes les plus modernes, qui ont l'agriculture la plus moderne en Espagne, très loin du cliché qu'on nous donne. Et il y a quelque chose qui devrait nous sauter aux yeux, c'est que cette révolution espagnole a eu lieu dans un pays, dans une société industrialisée, où 68% de la population travaillait dans le secteur secondaire. Donc il faut nuancer, voilà, il y a trop de choses qui ne sont pas nuancées quand on parle de l'Espagne rouge et noire. De même que cette opposition ville-campagne qui n'a pas lieu d'être, parce que par exemple, au congrès de la CNT de 1931, le groupe le plus important était CNT de Madrid, quoi. Donc voilà, ça c'était important à dire. Donc le congrès de la CNT de 1919 avait déclaré l'objectif du communisme anarchiste. Le congrès de la CNT de 1936 avait adopté le concept de communisme libertaire qu'il tenait pour imminent, et pour cause, parce que tout le monde le voulait, pas parce qu'il n'y a jamais eu de consignes données, puisque nous, anarchistes, nous n'avons pas de ligne de parti ou de consignes à donner à qui que ce soit, et nous ne sommes pas l'avant-garde du peuple. En revanche, les anarchistes espagnols ont été extrêmement actifs et actives pour ce qui est de la diffusion des idées et l'éducation populaire. Le journal Tierra y Libertad, voilà, qui existe depuis 1988. Voilà, je vous montre Tierra y Libertad, journal de la faille ibérique qui présente la revue. Voilà, donc ça a été, la revue a eu beaucoup de succès. Tous les groupes de la faille ont leur revue, parfois même tous les militants de la faille ont acheté. Enfin, il a été la revue a été très appréciée. Donc la diffusion des idées, l'édition de livres et d'opuscules. Alors c'était très malin parce que les anarchistes espagnols, non seulement ils étaient cultivés, mais ils avaient même lu les classiques de l'anarchisme. La plupart ont lu Dieu et l'État de Bakounine. Pourquoi ? Parce que le truc c'était de vendre Tierra y Libertad avec une petite brochure. Et donc, mettons, le livre de Bakounine, il va se publier par épisode. Et de cette façon-là, ça évite la censure, y compris à des moments où il y a censure, parce que c'est juste un supplément à un journal, et la censure qui peut s'exercer sur les livres, enfin voilà. C'était très bien organisé, et tout le monde a pu lire. Alors tout le monde a pu lire, sauf ceux qui ne savaient pas lire. Ceux et celles, évidemment, très nombreux. Alors pour cela, il y avait tous les centres sociaux où on se réunissait pour faire des lectures publiques du journal, mais pas seulement, parce qu'une caractéristique de la Révolution espagnole, c'est que la littérature a joué un rôle majeur dans la diffusion des idées, parfois même encore plus que la philosophie ou la sociologie ou des essais, lire des textes. Au début, c'était souvent des compagnes et des compagnons qui écrivaient des textes pour divulguer les idées sous forme de théâtre. Et puis après, c'est les ouvriers, les ouvrières eux-mêmes qui ont écrit et puis qui mettaient en scène. Donc il y a eu du théâtre anarchiste,
les Athénées libertaires, bien sûr. Donc les Athénées libertaires depuis les années 84, on va dire, jusque la révolution sociale, puisque en 1937 à Madrid, il y avait 38, un Athénée libertaire par quartier. Les écoles rationalistes, beaucoup d'écoles ouvertes par la CNT, par des écoles ouvertes par Mujeres Libres, voilà. Et dans l'article de Ana Sigüenza, elle dit « Aujourd'hui, nous devrions rougir je veux dire, ces gens qui souvent étaient morts de faim, mais vraiment, ils avaient même pas de quoi subvenir aux moyens les plus élémentaires. Et à quel point les livres les livres se passaient de main en main, se lisaient en lecture publique, les gens étaient friands de savoir et de se préparer. Et donc, voilà, cela a continué, parce que même pendant la guerre civile, la CNT et les autres organisations comme la FAI ou Mujeres Libres ont continué à ouvrir des écoles rationalistes. Et Mujeres Libres a eu un rôle majeur dans la formation des femmes pour qu'elles aient une indépendance financière, une dignité dans le travail, une autonomie. Et donc, finalement, l'éducation populaire, alors je fais un peu court parce que je me rends bien compte que le temps passe, l'éducation populaire, je pense, j'en suis vraiment convaincue que pour moi, c'est la vraie cause de la révolution sociale, elle est là. C'est-à-dire que l'éducation populaire, elle a préparé cette révolution, elle a permis de la réaliser de façon anarchiste et elle permet aujourd'hui même de continuer à transmettre ses idées et toujours en autogestion. Et que finalement, si l'anarchisme a atteint ce niveau de présence exceptionnel en Espagne, c'est bien parce que les personnes travailleuses ont pris en charge, y compris leur propre formation. Et donc, voilà, il n'y a rien d'étonnant à ce que la révolution sociale rouge et noire ait si bien fonctionné. Alors je dis si bien fonctionné, mais vous allez me dire, ah oui, mais elle a été écrasée. Non. Alors ça, moi, je vais vous parler de 3 conclusions. La mienne, celle de Ana et celle de María Ángeles. Donc, la révolution sociale, très important de dire qu'elle n'a pas échoué, elle a été écrasée. Ce qui est quand même pas pareil. Hein. C'est un message fort qu'il faut dire. Donc, la révolution sociale a été réalisée. Cessons de dire que c'est utopique. Elle a été réalisée et c'est réalisable. Elle a été réalisée en Espagne par les Rouges et Noirs. Donc, il a été concrétisé partout avec succès, quand on voit les bilans des industries collectivisées, qui ont un bilan encore plus positif que quand ce n'était pas collectivisé, le cinéma collectivisé, le théâtre, bon. Ça a été vraiment l'agriculture, donc partout sur le territoire. Ça a été vraiment admirable. Et je vais finir sur 2 messages forts, hein, qui sont ceux de María Ángeles de Lope et de Ana Sigüenza. La première, María Ángeles, qui nous rappelle dans la conclusion de son article la devise de Mujeres Libres, donc Femmes Libres, l'organisation anarcha-féministe espagnole, et qui nous dit « Porque fueron somos, porque somos serán ». Donc, c'est parce qu'elles ont existé que nous existons, c'est parce que nous existons qu'elles existeront. Et alors, j'ai envie de vous dire, la lutte continue, et tout anarchiste peut reprendre, y compris au masculin, cette phrase. La seconde, Ana Sigüenza, nous dit à la fin de son article les collectivités libertaires ont été le cadre adéquat pour le développement et la mise en œuvre des idées anarchistes. À partir de cette opportunité historique qu'ils ont saisie avec bonheur, nos pragmatiques grands-parents nous passent à présent le relais pour notre temps. Ne perdons pas ce fil. Et je finis avec cette phrase, ne perdons pas ce fil. Je vous remercie. Merci.